Nous allons maintenant accueillir Jean-Claude Hedin. Jean-Claude Hedin qui va nous parler de l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle est-elle le futur de la musique? Jean-Claude Hedin, à qui j'en profite pour passer un bonjour amical de la part de Mathias Schmitt, qui travaille avec moi et que vous avez vu parmi vos étudiants Et il y a une dizaine d'années. ah oui, oui. Voilà, dans le monde Ah réel, ben, on vous auriez passe vite, pu, hein. dans le monde réel, vous auriez pu le croiser et vous retrouver. Mais voilà, je profite de l'occasion Mmh. pour vous Bien, transmettre cette merci. amitié. Voilà, Jean-Claude, je vous passe la parole, à vous. Ben, je vous remercie. Bonjour à toutes et tous. C'est vraiment un honneur de participer à cette conférence. J'ai la lourde charge de conclure un petit peu le cycle des conférences et en accord évidemment, et je remercie aussi les organisateurs évidemment de m'avoir permis de participer à cet événement. Et je vais vous essayer de terminer en musique. C'est pas je vais essayer, on va terminer en musique. On va se poser la question ensemble. Donc, je vais partager mon écran tout de suite, ça sera plus simple. Voilà. On fait ça, partager. Donc maintenant, vous devriez voir mes slides. Oui, c'est bon. Oui, on Et voit très donc, bien, merci. on va parler de l'intelligence artificielle et d'une question qui préoccupe beaucoup les musiciens aujourd'hui. Est-ce que et tous ceux qui s'intéressent à la musique, est-ce que l'intelligence artificielle représente le futur, la prochaine grande évolution, révolution de la musique? Donc, pour ceux qui me connaissent pas, eh bien, je m'appelle Jean-Claude Dedin, je suis chercheur en intelligence artificielle depuis, en fait, j'ai l'âge de la discipline, hein, donc ça date du millénaire dernier. Donc j'ai vécu à peu près tous les affres et les envolées lyriques de l'intelligence artificielle. Donc j'ai aussi beaucoup écrit un peu de promotion, d'autopromotion, beaucoup écrit de livres de vulgarisation et de livres scientifiques sur l'intelligence artificielle. Mais je me suis beaucoup intéressé je dirais, à l'imaginaire populaire autour de l'intelligence artificielle et de robots. Donc donc j'ai publié aussi beaucoup d'ouvrages sur ce sujet. Et puis depuis 3 ans, eh bien, je suis revenu à mes premiers amours, c'est-à-dire la musique, des amours qui datent des années 70. Pour les plus anciens, ils se rappelleront que c'était une décennie extrêmement fertile en termes musicaux, où il s'est passé. Et puis, eh bien, avec le quotidien et puis les changements d'orientation professionnelle, l'université, etc., eh bien, j'ai abandonné un petit peu en me disant un jour je reviendrai à la musique. Fait depuis 3 ans, je me consacre à temps complet à un projet Angelia et que je propose, qui va me servir un peu de support pour cette présentation. Le, Deux parties. Une première partie, parce que je trouve toujours ça intéressant de faire un brief résumé de ce qui s'est passé historiquement autour de l'IA et de l'intelligence artificielle, ou plus généralement je dirais, de la composition algorithmique, d'utiliser des algorithmes pour créer de la musique et évidemment des points de repère. Alors, je ne prétends pas être complètement exhaustif, mais à la fois, ce sont des points de repère qui permettent de se fixer un petit peu dans l'histoire, et puis aussi évidemment des compositeurs ou des scientifiques qui m'ont particulièrement influencé, et cela va de soi. Pour une deuxième partie, eh bien, je passerai à la description d'Angelia, le projet sur lequel je travaille actuellement. Et ce projet nous permettra justement de se poser la question, est-ce que vraiment l'IA va changer quelque chose? On sait déjà que ça va changer quelque chose dans le jeu vidéo, ça change pas mal au niveau des outils, de plus en plus d'éditeurs et de fabricants d'outils qui intègrent en fait, des techniques d'IA dans leur outil. On va voir le même type de processus au niveau de la musique. Alors, l'idée d'utiliser des règles formelles ou des instructions pour créer de la musique, elle remonte. Alors, à chaque fois qu'on revient dans l'histoire, immanquablement sur les Grecs, hein. Ça, c'est en Occident, c'est clair que c'est quelque chose sur lequel qui est un pas.
ils ont fait beaucoup dans tous les domaines. Et en particulier dans le domaine musical, un monsieur dont vous avez forcément entendu parler, au moins à l'école, c'est Pythagore, qui, dès le 6e siècle avant Jésus-Christ, s'est posé la question des questions assez fondamentales et a étudié la musique. Alors l'histoire raconte que ça lui est venu en écoutant en fait, des, des forgerons tapaient successivement sur des barres de fer, et en écoutant les dissonances et les consonances successives, qu'il aurait commencé à réfléchir sur le fait que eh bien, la musique est faite de tonalités et qui sont faites d'ondes sinusoïdales, qu'on pourrait accorder d'une certaine manière les instruments en utilisant ce type de phénomène, et que toute la musique finalement était une question de ratio, de nombre. Voilà quelques phrases que j'ai piquées à Pythagore et qui montrent un petit peu. Déjà, à cette époque-là, il avait découvert d'une certaine manière un certain nombre de fondements physiologiques et physiques autour de la musique. Et puis là, je fais un grand saut d'emblée, parce qu'on ne va pas faire tout d'un seul coup. C'est 18e siècle, siècle des Lumières, avec les grands automates, moi, qui m'ont beaucoup impressionné, à la fois dans l'histoire des robots, à l'histoire de l'intelligence artificielle, mais aussi et bien sûr de la musique, puisque les grands automates, en particulier ceux créés par Jacques de Vaucanson en 1738, eh bien, deux parmi ces grands automates faisaient de la musique. Je ne parle pas du canard que j'ai mis en photo là, mais ils faisaient de la musique. Il y avait un joueur de flûte et un joueur de tambourin, et de grandeur nature, et qui jouaient réellement des instruments. Alors, Vaucanson avait une visée matérialiste, hein, il avait aussi un côté vulgarisateur, il voulait démontrer avec ses grands automates que tout ça n'était absolument pas lié à des phénomènes surnaturels ou religieux. Et justement, sa démonstration utilisait... Alors, à droite, vous avez un des plus beaux automates qu'on peut toujours voir en Suisse, à Neuchâtel. C'est la joueuse d'orgue des frères Jacquet et Léchaud. Et alors pourquoi celui-là? Parce qu'il est absolument bien conservé. Et malheureusement, les automates de Vaucanson, qui sont un petit peu l'origine des automates, ont disparu. Ils ont brûlé, ils ont parcouru l'Europe et ils ont complètement disparu. Et donc, mais heureusement, on peut encore voir les grands automates des grands horlogers suisses. Et le intéressant, et pourquoi on parle de début de l'IA? Parce que, d'une certaine manière, je mets des guillemets bien évidemment, parce que leur système était basé sur un cylindre, hein, un peu comme dans nos boîtes à musique qu'on peut toujours voir, et sur lequel on pouvait placer des picots qui ensuite accédaient des leviers et qui automatisait finalement. Et en modifiant la place des picots sur les cylindres, on pouvait bien sûr changer non seulement les notes sur le morceau de musique jouée, mais également le comportement de la musicienne, puisque c'est elle qui jouait réellement sur l'orgue. Certains y voient le début un petit peu de l'informatique, puisqu'on a une machine, en tout cas des robots, puisqu'on y voit une machine dans laquelle on peut modifier sa programmation, entre guillemets, en modifiant justement ces cylindres. Alors, dans certains cas, ils étaient amovibles, hein, comme dans le cas de cette joueuse d'orgue. Alors, j'ai choisi pour illustrer ça, j'aurais pas mal de musicaux, hein, un autre grand, vous pouvez voir au CNAM, justement, qui est la joueuse de tympanon de Kinsing, et qui écoutez, elle joue réellement elle aussi. Alors, elle n'est pas à l'échelle humaine, hein, c'est un automate qui est beaucoup plus petit, mais il est aussi en un état de conservation extrêmement intéressant, et ça va vous donner un petit peu une idée de ce qu'on obtient musicalement avec cet automate. Voilà, je ne vais pas passer un trop long extrait, parce qu'on a encore pas mal d'extraits à écouter.
Et j'en viens tout de suite à un autre personnage très important, à la fois évidemment en musique, que tout le monde connaît, c'est Mozart, et qui lui aussi s'est posé un certain nombre de questions sur la production un peu plus automatisée. Il a utilisé un système assez en vogue à l'époque. Alors, excusez mon allemand, il est nul, hein, Musikalische Vorspiel, et qui, en fait, lui permettait de composer d'une manière un peu automatique des pièces musicales. Pour cela, il précomposait sous la forme de mesures tout un ensemble de mélodies, hein, et puis il les rangeait leurs références dans des tableaux, et avec simplement un jeu de dés, eh bien, créer de nouvelles pièces musicales à partir de là. Donc, je vais vous passer un extrait d'une des plus célèbres. Vous allez écouter ce que ça donne. Voilà. Voilà. Donc, ouais, déjà, juste en utilisant de l'aléatoire, en fait, eh bien, on obtient des résultats qui sont assez impressionnants pour le XVIIIe siècle. On saute au 19e, et là, je veux rendre hommage à une femme que vous avez tous entendu parler, qui est Ada Lovelace, comtesse de née Byron, hein, et donc et qui a été l'assistante, mais en fait bien plus qu'une assistante, a été l'aide de Charles Babbage, qui a créé, inventé des grandes machines, je dirais, à calculer. On appelle ça des calculateurs multifonctions dans les années, je dirais, milieu du 19e siècle, hein, et en particulier la machine analytique qui était quasiment très proche de ce qu'on imagine être un ordinateur aujourd'hui. Alors malheureusement, comme vous le savez, Charles Babbage n'a jamais fini un projet. Il était toujours, avant d'avoir fini, il partait sur un autre projet, ce qui lui a valu de jamais les finir. Le rôle d'Ada dans cette histoire, eh bien, elle était mathématicienne, donc c'était quelqu'un de très érudit, et c'est elle qui en particulier a publié le premier algorithme qu'elle avait conçu pour essayer d'être exécuté sur cette machine. Et donc, d'une certaine manière, c'est la première femme programmeuse, algorithmicienne, et, et c'est même la première devançant de ce fait-là les hommes. Elle a aussi été la première à reconnaître qu'une machine, eh bien, serait capable de faire bien d'autres choses que faire des calculs. Et donc, elle a en particulier, non, je ne vais pas vous lire sa citation, mais clairement exprimé le fait que cette machine, ou ce type de machine, pourrait être utilisé pour la composition musicale et donc créer une pièce musicale. Donc, c'est vraiment un changement de perspective à partir de Ada. La première pièce réellement produite sur un ordinateur eh bien, il faut que les ordinateurs arrivent. Et là, on arrive je dirais, dans les années 1955. Donc, vous vous rappelez peut-être que l'IA, la date de naissance officielle de l'IA, c'est 1956. Donc, on est vraiment à cette époque où à la fois les grands ordinateurs numériques vont apparaître, et on va concrétiser d'une certaine manière l'idée de Ada Lovelace, c'est-à-dire que non seulement on peut bien sûr calculer avec eux, avec ces machines, mais on peut faire bien autre chose. Et donc, c'est dans l'Illinois, avec l'ELIAC, un des premiers gros ordinateurs numériques, eh bien, que des chercheurs vont essayer de composer. Il s'agit de Hiller et Isaacson, qui en 1955 créent la première pièce musicale créée par un programme. Alors, on peut parler d'intelligence artificielle, mais bon, encore, ce sont des programmes encore relativement sommaires, hein, qui créent des notes, qui ensuite les arrangent en fonction de certaines fonctions et sélectionnent les meilleurs résultats pour produire de la musique. Un court extrait de ce que ça donnait.
Alors, comme dans beaucoup de cas, l'ordinateur produit, en fait, génère, à partir de dans cette époque-là, génère la partition, en fait, hein, génère la pièce musicale, mais elle est jouée en fait, par des instrumentistes, comme c'est le cas ici, où cette pièce qui s'appelle Iliac Suite, tout simplement, eh bien, elle est jouée, reprise par des instrumentistes pour écouter ce que vous venez d'entendre, ce que vous venez d'entendre. Alors, je ne pourrais pas ne pas citer Stockhausen, hein, qui a apporté évidemment une grande pierre à l'édifice. Il n'a pas réellement, lui, utilisé entièrement les ordinateurs de ce point de vue-là, mais effectivement, d'un point de vue théorique, il a apporté une pierre très importante, en particulier dans ce qu'il appelait la musique stochastique, c'est-à-dire la capacité, un peu comme faisait Mozart, c'est-à-dire générer avec des moyens aléatoires ou quasi pseudo-aléatoires, eh bien des pièces musicales. Un petit extrait pour vous donner. Alors, à cette époque-là, il était chez Pierre Schaeffer à Paris. Hein. Donc, on est vraiment en pleine révolution de la musique concrète et des grandes avancées en termes de musique contemporaine. Je citerai ensuite, évidemment, incontournable. Donc oui, ça se passe quand même pas mal en France, ou c'est peut-être un biais que j'apporte moi-même en étant français et fier de l'être, de citer des gens qui sont soit des Français, soit des gens qui ont travaillé dans les laboratoires français. Ben, comment ne pas citer Yannick Xenakis, hein, qui dans les années 60 crée travaille sur un ordinateur fourni par IBM et crée un programme Fortran qui va générer en fait des densités de probabilités et qui va générer des listes de nombres. Et ensuite, un générateur aléatoire va utiliser, enfin pseudo-aléatoire va utiliser ces données pour générer une musique qui là va effectivement être reconnaissable, en tout cas très avant-gardiste pour cette époque-là. On n'est plus dans le tonal, hein. Là, on est dans la tonale et dans une musique qui effectivement révolutionne un petit peu les idées à propos de ce qu'on peut faire. Et probablement, en tout cas, quelqu'un qui m'a beaucoup influencé, c'est un chercheur américain qui s'appelle David Cope, et on saute là du coup aux années 1980, qui travaille à l'université de Santa Cruz et qui développe au cours des années 80 et il continuera au début des années 90 un programme qui s'appelle EMI, Experiments in Musical Intelligence. On est à l'époque des machines Lisp, en fait, et il utilise, lui, un langage dont vous avez probablement entendu parler, qui est Common Lisp, et qui a des capacités interprétatives et de représentation extrêmement intéressantes. Et il va être finalement le premier, c'est un phare, je dirais, au niveau de l'utilisation de l'IA et de la musique, puisqu'il va être le premier à pouvoir reproduire avec un succès étonnant les styles de musiciens comme Mozart, Chopin, etc., en utilisant des bases de données, de partitions, et avec un système basé essentiellement sur la recombinaison et des règles qui contraignent finalement l'utilisation de ces morceaux, de ces mini-morceaux, de ces blocs dans sa base de données, eh bien, va générer des pièces qui, dans des séances de blind test avec des musiciens professionnels, étaient reconnues comme des pièces écrites par le musicien, le compositeur.
Là, je vais vous faire écouter un extrait d'une chorale de Bach. Vous allez voir que alors, elle a été jouée, elle n'est pas jouée par l'ordinateur, encore une fois, elle est jouée par des instrumentistes, mais c'est vraiment surprenant. On reconnaît bien le style de Bach. Ça va arriver. Voilà, donc d'une certaine manière, le travail de Coq est surprenant parce qu'il surpasse encore un certain nombre de tentatives qui sont faites aujourd'hui avec des moyens beaucoup plus modernes, en particulier du deep learning et des réseaux de neurones. C'est assez bluffant les résultats qu'il a obtenus à cette époque-là. On arrive à l'époque moderne, évidemment, avec, je viens de parler du deep learning, donc l'utilisation des avancées en matière de réseaux de neurones qui datent à peu près, pour les situer, du milieu des années 2010. Eh bien, là, les phénomènes marquants sont des travaux au laboratoire de Sony et de François Pachet en particulier, et avec une machine, enfin, des algorithmes basés sur des chaînes de Markov qui permettent là aussi de capturer le style de musique si on a des bases de données correctes. Donc ça, c'est un extrait d'une composition réalisée sur une base de données des Beatles. Vous allez voir que c'est assez surprenant si vous ne l'avez pas déjà écouté. Alors, encore une fois, là, la composition a été aidée par les algorithmes de Flow Machine, mais l'arrangement et la performance ont été faits par des vrais musiciens, hein, soyons clairs. J'ai oublié de vous citer aussi un point important, c'est qu'en 1974, donc bien avant, hein, qui est un point de repère aussi important dans l'histoire de l'IA et de la musique, c'est la première conférence au Michigan sur l'IA et la musique. Je dirais qu'à partir de 1974, on va voir ce sujet devenir une véritable discipline, un champ d'investigation scientifique pour l'intelligence artificielle. D'où effectivement ensuite les travaux comme celui que je viens de montrer qui ont été bien sûr sur le devant de la scène. Extrêmement, encore plus récemment, effectivement, l'équipe, vous savez que Google a investi énormément dans l'utilisation de sa technologie et des réseaux de neurones, et ils ont une équipe qui s'appelle Magenta qui travaille sur les réseaux de neurones pour la musique et produisent des outils hein, qu'on peut ensuite utiliser, un certain nombre de plugins ou de petits logiciels qu'on peut même d'une façon totalement gratuite, c'est en open source, hein, pour créer de la musique. Donc là, je vous ai choisi un petit extrait pour vous montrer ce que ça peut obtenir d'une musique, un petit morceau de piano généré avec un réseau qui s'appelle Performance RN, qui est un des outils créés dans le cadre du projet Magenta de Google. Alors vous voyez que je me sers souvent de ce type d'extrait pour montrer en particulier la différence
en termes de production musicale, où on a bien la reproduction d'un style ici, qui est relativement identifiable, hein, mais, mais on manque encore, avec ce type d'outil, de structure globale qui avait atteint en particulier COP dans les années 80 avec son système EMI. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire avec des réseaux de neurones, ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas encore créé vraiment d'outils basés sur ces systèmes-là qui arrivent au même niveau. Voilà un petit peu pour mon récapitulatif, et je vais écrire maintenant succinctement le Angelia. Donc, c'est un projet, comme je vous le disais, que j'ai démarré il y a 3 ans. Et vous voyez bien que c'est la contraction de Angel, hein, et d'IA, puisqu'un des points importants de ce projet, c'est de laisser l'homme, le musicien au centre. Effectivement, je ne suis pas du tout intéressé à travailler sur du pur génératif, je suis vraiment intéressé à apporter à ce qu'Angelia soit un outil qui me permette d'augmenter finalement mes capacités musicales et de créer des choses que je ne pourrais pas faire autrement si je n'étais pas aidé par à la fois au niveau de la composition, mais aussi en tant qu'instrument. C'est-à-dire que Angelia, un assistant ou une assistante, hein, qui va me permettre de m'aider dans le travail de composition, mais aussi lors des performances. Alors voici le premier morceau qui a été co-composé avec Angelia. Hein. Donc, difficile de dire la part de moi-même, d'autant que j'ai créé aussi Angelia, mais on pourrait dire du 50 d'une certaine manière. Hein. Voilà le premier morceau créé en 2019. Donc, voilà, j'espère que le son est correct. Donc, on s'aperçoit que là, il y a à la fois un travail sur la mélodique, mais il y a aussi un travail de structure hein, qui rajoute une cohérence au morceau. Je m'intéressais à ce moment-là aussi parce que cette pièce, mise à part quelques pianistes, je pense qu'elle est injouable pour un humain. En tout cas, moi, je suis incapable de la jouer. Hein. Donc, c'est d'un niveau technique qui dépasse très largement, je pense, la majorité des pianistes existants. Donc, quelle est l'idée d'Angelia? Et comme je l'ai dit, c'est d'assister réellement l'artiste, hein, c'est de le laisser au centre, de concevoir le système, pas comme un pur système génératif. Et donc, j'utilise pour ça un peu ce schéma pour expliquer très rapidement. Hein. On a l'instrument proprement dit, là, donc là, c'est un synthétiseur modulaire. Et Angelia contrôle via MIDI en fait le synthétiseur modulaire, et en tant qu'artiste, eh bien, je contrôle à la fois, enfin, j'interagis avec Angelia en temps réel et avec le synthétiseur modulaire également. Donc c'est un peu comme si deux instrumentistes en même temps coopéraient, d'où cette appellation d'ange hein, qui vient m'aider à exécuter. Donc j'utilise un piano digital, comme vous avez pu l'entendre, aussi, comme je viens de le dire,
un synthétiseur modulaire pour obtenir tout autre type de musique, hein. Voilà une image du synthétiseur modulaire proprement dit, en tout cas de la version où l'enregistrement a été fait. Alors, voici une autre pièce musicale, hein, qui est dans un style complètement différent et générée justement avec le synthétiseur modulaire. Alors, comment on interagit avec à quoi ressemble Angelia d'une certaine manière? Eh bien, pour interagir d'une façon en temps réel avec elle, il faut une interface, évidemment, et plus qu'un interface, il faut un langage qui permette d'utiliser. Donc là, vous avez, je ne vais pas le décrire là, mais l'interface de base d'Angelia qui tourne en fait, qui est une application web-based, hein, et qui du coup, peut tourner sur à peu près tout ce qu'on peut imaginer. Et moi, en performance, j'utilise un iPad pour que Angelia soit exécutée. Donc, vous avez ici ce qu'on peut appeler la partition. Et puis, vous avez un certain nombre de commandes qui permettent d'interagir directement avec elle. Alors, je parle d'un langage parce que la question, ce qui a fait beaucoup partie de la recherche au début, c'est d'essayer de créer un système de représentation qui soit beaucoup plus adéquat. Évidemment, les partitions, c'est bien, mais pour de l'IA, c'est difficile à utiliser directement. Donc, j'ai essayé de réaliser, de mettre au point un langage qui soit à la fois facilement compréhensible par un compositeur, mais qui soit aussi directement interprétable par Angelia derrière. Et donc, c'est un langage finalement algorithmique, bien sûr, et avec deux parties. Donc, je ne vais pas tout décrire, mais avec des directives. Vous pouvez créer, donc là, dire par exemple, le BPM va être de 120, évidemment, si vous ne le dites pas, il y a des valeurs par défaut. Vous pouvez créer des instruments. Donc là, je dis, j'ai un piano et il va être contrôlé sur le canal 1, mais vous pouvez créer autant d'instruments que vous le souhaitez. Vous pouvez créer votre propre syntaxe aussi. J'y finis par exemple sustain on comme étant ici une commande particulière, et à chaque fois, un peu comme en langage C, hein, on pourrait développer comme ça. On crée des séquences de notes. Et une fois que ces directives, toutes ces définitions au début de la partition sont créées, et bien ensuite, vous avez des instructions qui démarrent. Et là, on retrouve ce qu'on disait souvent dans des séquenceurs numériques modernes, ce qu'on appelle des trackers, c'est-à-dire à la fois un premier chiffre qui est le numéro de la mesure, l'index de la mesure, et ensuite l'index de la note sur laquelle on veut démarrer, on fait du bit sur lequel on veut déclencher, et ensuite on peut mettre autant d'instructions de haut niveau qu'on le veut. Donc ici, par exemple, je sustain et je joue la séquence mystique avec une certaine intensité. J'ai énormément de paramètres, par exemple d'humanisation, qui me permettent de rendre le jeu beaucoup plus humain, ou de déclencher, donc là, play est juste déclenche une séquence avec des phénomènes, enfin des algorithmisations, mais j'utilise aussi à ce moment-là beaucoup d'algorithmes qui vont me permettre d'avoir des instructions de beaucoup plus haut niveau, et en particulier laisser en capacité d'improviser en utilisant différents algorithmes. Alors, l'idée, c'est que ça soit ouvert. C'est pas
une seule technologie, mais je peux intégrer un certain nombre de technologies, du stochastique, des automates cellulaires, des algorithmes de développement issus des travaux sur les health systems. Si ça dit, bon, en gros, c'est des choses qui se basent sur le vivant pour générer des formes et des structures, évidemment des réseaux de neurones, et puis des algorithmes génétiques. Alors, un petit trait d'un morceau généré avec des automates cellulaires, justement. Alors, ce qui est clair là, c'est que c'est généré en temps réel. Alors, je ne le fais pas là, bien sûr, c'est une vidéo pour la présentation, mais ça peut être généré en temps réel sur l'instrument et on peut, du coup, comme je vous le disais, l'artiste qui peut lui aussi interagir et modifier. Voici un autre extrait d'une pièce où là, ce n'est pas le même algorithme, ce n'est pas un automate cellulaire, c'est ce que j'ai appelé un biomorpheur. C'est un algorithme qui se base sur des structures récursive, hein, et qui génère des formes qu'on peut assimiler à des formes qui ressemblent au vivant. Donc voilà, donc on est dans un style musical qu'on appelle l'ambient, hein, initié en particulier par un musicien que tout le monde a à peu près entendu parler, qui est Brian Eno dans les années 70. Et, et donc, un style très reposant, hein, presque méditatif. Mais bon, j'aime bien, moi. Je ne sais pas vous, mais j'aime l'ambient. Un des algorithmes principaux que j'utilise dans Angelia, c'est un algorithme génétique basé sur un corpus, on appelle ça un corpus-based genetic algorithm, et qui est proche en fait de ce que réalisait finalement David Cope dans AMI. Le principe, l'idée est simple, hein, même si son implémentation est un petit peu plus compliquée que je veux bien le dire. C'est que finalement, des mélodies ou des harmonies sont des séquences de notes, et il y a effectivement une métaphore sympathique qui est de considérer ça comme un ADN, comme un code génétique, et d'utiliser les algorithmes qui simulent l'évolution et la sélection naturelle pour créer des nouvelles populations, des nouvelles générations de mélodies ou d'harmonies, hein, en utilisant des mutations, du crossing over, du croisement sur les codes génétiques des mélodies pour obtenir de nouvelles générations mélodiques. Donc un extrait. Ah oui, juste avant de vous passer l'extrait, c'est basé sur un corpus base, c'est-à-dire au lieu de partir, j'ai fait beaucoup d'expérimentations en partant de mélodies aléatoires, enfin de générer des populations aléatoires, on obtient des résultats, mais on obtient des résultats beaucoup plus saisissants et impressionnants si on ne part pas complètement d'aléatoire, mais qu'on part de corpus existants, donc de
de partitions créées déjà par des compositeurs fameux, célèbres. Et pour l'instant, j'ai travaillé essentiellement sur deux plans, hein, des compositeurs classiques. Alors, c'est un gros travail hein, d'intégrer ça dans les bases de données. Il suffit pas de. C'est un travail sur les datas, comme beaucoup de cas, ça prend pas mal de temps. Donc, du Chopin, du Franz Liszt, beaucoup de Debussy, mais aussi des compositeurs au niveau jazz contemporain, Chick Corea, Keith Jarrett, Tigran Amassian. Donc, c'est des compositeurs auxquels je me suis intéressé. Et ça fait partie aussi de ma recherche et intégrer progressivement des corpus, des bases de données au sein d'Angelia. Donc, voici un court extrait joué sur synthétiseur modulaire, donc avec pas mal d'effets, d'une pièce qui s'appelle Genetic Falls et qui utilise un corpus basé sur Chopin. Voici un autre extrait où là, on va passer sur un corpus qui est basé sur ce pianiste de jazz que j'adore, qui est Chick Corea. Il faut que je fasse ça. Voilà, donc c'est une pièce qui s'appelle Children, parce qu'elle est beaucoup inspirée d'un morceau de Chick Corea qui s'appelle Children's Song, d'où les images d'enfants qui courent. Donc, on a réalisé cette pièce l'été dernier. Pour terminer, juste décrire un petit peu précisément un des aspects sur lesquels je travaille beaucoup actuellement, qui est à mon sens extrêmement important, c'est la boucle de feedback. Parce que beaucoup, très grande majorité des projets aujourd'hui utilisent l'IA pour générer finalement des mélodies, des harmonies, des structures musicales, mais en fait, l'IA n'écoute pas. Hein. On génère des partitions, on génère de la musique, et dans Angelia, vous avez cette partie-là où en fait vous avez le tracker, c'est le langage, et on peut utiliser la partition avec le langage que je vous ai, ou faire du live coding, c'est-à-dire modifier en temps réel la partition. Vous avez ensuite les instruments, et ça contrôle l'instrument, en particulier le synthétiseur modulaire. Mais comme je le disais, l'IA n'écoute rien, n'entend rien, c'est juste un algorithme qui génère de la musique. Et il me semble extrêmement important pour les versions futures, j'ai déjà commencé évidemment à travailler là-dessus, qu'on ait cette boucle de feedback. C'est-à-dire que l'IA, même si elle a accès aux données, puisque c'est elle qui les génère, de ce qui est créé, elle écoute entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a une capture sonore, voire plus dans l'avenir de ce qui est en train de se passer, des performances, qu'elles soient translatées en informations qui vont permettre de modifier finalement la manière dont la pièce est interprétée. Comme un instrumentiste, hein, il est synchronisé en moment avec ce qu'il est en train de jouer, et évidemment, sa participation à un orchestre, l'ambiance, la salle va influer sur sa manière de jouer. Donc ça me semble, cette boucle de rétroaction me semble excessivement cruciale. Alors,
je ne pense pas que ça soit spectaculaire. Que va faire cette boucle de rétroaction? Elle va jouer déjà sur la manière dont on joue. Donc, peut-être des choses relativement subtiles, hein, la vélocité, le volume, un accroissement très sensible du rythme pour donner des impressions, pour donner de la vie finalement et de l'expressivité au morceau, mais choisir aussi à tel passage où il faut improviser, eh bien, telle ou telle structure pour continuer l'improvisation. Le cœur de ce feedback, il utilise un métabolisme émotionnel. Donc, j'avais utilisé déjà, sur lequel j'avais déjà travaillé et publié dans des travaux précédents. Et en fait, l'idée, c'est que le son traverse un système de DSP qui va être analysé. On va tirer un certain nombre d'informations et qui vont être ensuite transformées en, en, je dirais, en valeur de neurotransmetteurs virtuels, entre guillemets, hein, que serait, donc leur métaphore, c'est la sérotonine, la noradrénaline et puis la dopamine, et qui vont permettre de modifier un métabolisme émotionnel qui simule en fait un personnage, qui simule le caractère et plusieurs niveaux d'émotion de et ces modifications, donc l'émotion courante doit être comme un point qui se balade dans ce métabolisme émotionnel et qui va passer, qui va pas être simplement brutal des changements d'émotion, mais qui va être beaucoup plus, je dirais, fluctuant et qui va modifier en retour, hein, influer sur la manière dont Angelia s'exprime avec l'instrument. Voilà, on a fait le tour. Donc pour terminer et juste répondre peut-être à quelques-unes de vos questions, je vais vous passer un dernier extrait, hein, d'une pièce qui s'appelle Forgotten Stories euh, pour, euh, pour terminer, comme je le disais, en musique.
pour nous permettre de fêter l'arrivée du printemps. Eh bien, voilà, j'en ai terminé. Donc, si mon aventure musicale vous intéresse, vous pouvez la suivre tous les jours. Je publie tous les jours sur Instagram, hein, des essais, des informations sur à la fois la théorie musicale, mais aussi sur l'IA, bien évidemment. Je publie des albums sur Bandcamp si vous en utilisez. Donc, c'est un peu la plateforme des indépendants et plusieurs albums sont déjà disponibles. J'en ai sorti déjà d'ailleurs un pour demain, donc, qui est une collaboration avec une artiste graphique qui s'appelle Annabella Costa et avec une musique très spéciale parce qu'elle est très, très, très orientale. Ça change. Le thème, c'est les mille et une nuits, rêver. Et donc, j'espère si vous allez l'écouter, parce que vous pouvez le télécharger gratuitement hein, sur Bandcamp et l'écouter gratuitement, bien évidemment. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Et puis, évidemment, je répondrai avec plaisir à vos questions si vous le souhaitez. Eh bien, merci beaucoup Jean-Claude. Il y a effectivement beaucoup de questions. Donc, on va commencer par celle de David, hein, qui nous avait fait le plaisir d'intervenir en début de semaine. Une question sur les architectures des réseaux de neurones. Dans plusieurs applications, notamment les applications de reconnaissance d'images, les réseaux profonds ont cette capacité à reconstruire des features dans les couches intermédiaires du réseau sans qu'on ait besoin de faire du feature engineering à la main. Est-ce qu'on observe la même chose avec la musique? Une capacité d'un réseau profond à redécouvrir certains patterns qui font partie de notre grammaire musicale, ou peut-être au contraire à en faire émerger de nouveaux. Oui, complètement. Hein, je vous regardez les travaux, énormément de publications actuellement. Je dirais que depuis l'avènement des deep learning et d'un certain nombre de types de réseaux, on a fait énormément de progrès au niveau musical. Et il y a, il y a un nombre de publications qui s'accroît d'une manière autour de la musique, où finalement, ce que j'ai montré de Magenta est que la partie visible de l'iceberg. Il y a énormément de travaux qui sont faits actuellement pour utiliser le deep learning, à la fois pour générer, pour étudier, faire émerger les patterns, pour les utiliser de manière diverse et variée. Donc, on est dans une époque là où ça foisonne de travaux et d'idées autour de la musique et de l'utilisation des réseaux de neurones. Parce que c'est aussi la mode, hein, mais histoire de me démarquer d'une certaine manière, j'utilise bien sûr des réseaux de neurones, mais je suis beaucoup plus impliqué dans d'autres types d'algorithmes bio-inspirés. Donc, on va dire les neurones, c'est inspiré par la structure de nos neurones, mais il y a bien d'autres algorithmes, et donc en chemin de traverse, je m'intéresse beaucoup plus aujourd'hui à d'autres formes, hein, à des simulations du vivant minimal, que ça génère de la musique, comme je le disais, des automates cellulaires, des formes particulières d'algorithmes génétiques pour générer de la musique. Mais bien sûr que les réseaux de neurones aident, et le deep learning en particulier. Merci. Une question de Basile. Les outils que vous présentez ici, comme Angelia, ont l'air plutôt à destination d'informaticiens qui aiment la musique. Est-ce qu'il existe des outils grand public qui pourraient être utilisés par des artistes sans trop rentrer dans les détails du code pour aider, par exemple, à créer des accompagnements ou des parties de percussion? Ben, en fait, c'est en train d'arriver. Et je pense bon, il y a quelques tentatives plus ou moins satisfaisantes de fabricants de synthé en particulier d'intégrer un peu d'IA. On ne sait pas si c'est vraiment de l'IA ou du marketing pour essayer de vendre leur machine. Mais ce qui est clair, c'est que les principaux euh, je dirais, créateurs de ce qu'on appelle les stations de production musicale, les DAW, hein, Digital Audio Workstation, qui ont changé l'histoire de la musique quand les premiers sont apparus au cours des années 80 puis 90, hein, commence à intégrer de plus en plus des outils, on va dire des plugins issus de l'intelligence artificielle. C'est un petit peu ce qu'on trouve aujourd'hui dans les outils de jeux vidéo aussi, où on va avoir des plugins qui vont permettre d'avoir des générations d'animation plus fluides ou accélérer certaines choses qu'on faisait autrefois en animation à la main, ou du texturing un petit peu. Et ben voilà, on va voir apparaître progressivement dans ces outils des plugins
qui vont aider le compositeur ou le musicien à aller à améliorer, augmenter sa créativité. Je pense que c'est la bonne démarche, c'est-à-dire augmenter la créativité des artistes qui font de la musique, comme ça augmente la créativité dans les outils de création graphique, ça aide et ça permet, je pense en particulier, je ne citerai pas de marque, mais des plugins qui génèrent des mélodies et ensuite vous pouvez les modifier dans l'outil de manière à obtenir la mélodie que vous souhaitez, etc. Ou des rythmes donc, qui vont permettre d'être utilisés ensuite dans votre composition. Mais on est à la croisée des chemins. C'est en train d'arriver. Voilà. Ok, merci pour cette réponse. Une question de Benjamin. Pourriez-vous en dire un peu plus sur votre utilisation de la récursivité? Il m'a semblé comprendre que vous associez la récursivité à la génération de structures d'après des modèles vivants. J'aurais aimé savoir si la récursivité est généralement associée à l'imitation du vivant et qu'à échéance, il y a d'autres méthodes aussi pertinentes. Alors, bon, c'est clair que une réponse complète nous emmènerait un petit peu loin, mais la récursivité, l'auto-reproduction, et donc qui dit auto-reproduction, c'est un des phénomènes du vivant les plus évidents lorsqu'on s'intéresse à la structure du vivant minimal. Hein. Qu'est-ce qu'une cellule? Eh bien, c'est un système qui s'auto-reproduit à la fois lui-même et qui est capable de s'auto-reproduire à l'extérieur. C'est-à-dire de créer des clones, en quelque sorte, des enfants de cette cellule minimale, de se dupliquer. Et donc, derrière ça, l'approche récursive fractale est extrêmement intéressante. Et on s'aperçoit que dans cette définition du vivant qu'avait donné Francisco Varela de l'autopoïèse, le vivant, c'est quelque chose qui s'auto-reproduit lui-même au cours du temps. Hein. Eh bien, c'est extrêmement fécond. Et donc là, on a une procédure récursive. Récursive, pour rappeler au plus grand nombre ce que c'est une fonction qui, dans sa définition, s'appelle elle-même. Hein. Donc, quand on va exécuter cette fonction, comme des poupées chinoises, hein, comme des poupées russes, pardon, elle va s'appeler elle-même jusqu'à toucher le fond et remonter pour obtenir la solution. Et donc, cette manière de procéder est très intéressante pour générer des structures qui ressemblent finalement au vivant. Hein. L'exemple classique de Mandelbrot, c'est la feuille de fougère qui est en fait, à chaque fois qu'on grossit, hein, on a une feuille de fougère en plus petit. Et donc, cette manière de procéder est aussi très féconde pour générer des structures musicales. Ok, merci. Une question de Viviane qui indiquait que c'était vraiment magnifique ce qu'on avait pu écouter. Serait-il possible de transférer les sons produits à de l'animation d'une structure pour provoquer des émotions, non seulement par le son lui-même, mais par une représentation visuelle ou tactile, et de façon à le rendre interactive? Ah oui, complètement. Alors, bon, sincèrement, moi, j'ai pas assez de temps pour faire ça, mais c'est évident. Et il y a pas mal d'artistes qui le font, alors pas avec de l'IA, de faire de la génération d'images, je dirais, en temps réel, en même temps que la musique, et du coup, avoir des systèmes interactifs. Il y a énormément de choses qui sont en train, alors malheureusement, avec la pandémie, on a stoppé un peu toutes ces performances, mais dès que vous rechercherez un petit peu, vous trouverez des outils et des performances assez hallucinantes de choses où on génère à la fois la musique et l'environnement immersif, hein, et avec une interaction possible euh, pour obtenir des pièces d'art qui lient vraiment toutes nos sensations en même temps. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Ok, très bien. Une question de Delphine qui, pareil, est intervenue il y a quelques jours. Bonjour, comment voyez-vous l'évolution du droit d'auteur en matière de création musicale au cours des prochaines années? Ah, c'est une question importante, hein, parce que effectivement, à chaque fois qu'on parle d'IA et des robots en général, on se pose la question à un moment donné, c'est légitime de qui appartient les productions. Alors on peut imaginer l'IA qui produit de la musique, à qui elle va appartenir cette musique. Alors il y a aujourd'hui,
il y a ce qui se passe et il y a mon point de vue, hein. Donc aujourd'hui, les outils IA utilisables, il y a quelques plateformes utilisables sur Internet. Et ce que font les éditeurs de ces plateformes, c'est qu'ils vous demandent un abonnement. Et à partir du moment où vous payez un abonnement plus ou moins cher, vous êtes propriétaire euh, des, des, euh, des- de la musique qui est produite par ces algorithmes. Euh, voilà un petit peu l'état de l'art. Moi, personnellement, je suis un partisan du fait que, euh, comme vous utilisez des outils pour générer des jeux vidéo, le jeu vidéo n'appartient pas à, à l'éditeur de logiciel qui crée, qu'il utilise de l'IA ou pas, pour créer vos animations, pour créer vos scènes, etc., pour créer vos personnages. Derrière, il y a des artistes et il y a un auteur, et c'est lui le véritable créateur. Même si on peut imaginer de la musique purement générée par des algorithmes, il faut, à mon sens, se passer complètement d'un auteur est une erreur totale, hein. Parce qu'une IA aujourd'hui, ce ne sont que des algorithmes et qui n'ont pas d'intention artistique. L'intention artistique, même si on peut imaginer dans un système qu'elle soit donnée de façon minimale, eh bien, elle est quand même donnée par quelqu'un qui donne cette intention artistique et qui va faire une sélection de ce qui est produit. Et ça, moi, je continue de penser que c'est extrêmement important, qu'il faut des auteurs, au sens large du terme, les artistes, et que ce soit eux qui gardent la totale, je dirais, les droits d'auteur de leur création. Ok, merci. Une dernière question où je vais synthétiser plusieurs interrogations qui ont été posées par l'équipe. Est-ce que vous avez connaissance de génération procédurale de musique pour le jeu vidéo ou pour d'autres champs, hein, d'ailleurs? Et le corollaire de ça, est-ce qu'il y a éventuellement un retour vis-à-vis des goûts du public? Est-ce que vous le prenez en compte aussi dans la création, cette notion de goût du public? Le goût du public. Mm. Alors, j'aimerais bien. J'aimerais bien, ça voudrait dire que j'ai un grand public et que je vais prendre son goût. Non, c'est clair, non, il y a pas mal de choses qui se passent également sur ces domaines-là. Alors, la génération procédurale de musique, c'est une des manières de dire. Pour moi, là, je ne fais pas une frontière brutale entre de la génération procédurale et l'IA derrière. Simplement, on utilise des algorithmes qui sont parfois différents. Quand on fait du stochastique, par exemple, on est bien dans des algorithmes procéduraux et pourtant, on joue avec l'aléatoire et ça génère des choses extrêmement intéressantes. Il y a beaucoup de travaux qui sont basés, je citais Xenakis tout à l'heure, Stockhausen et d'autres, hein, sur la génération procédurale, hein, pour faire de la musique. Il y a, et c'est tout à fait possible de le réaliser. Brian Eno lui-même, hein, donc, ses premières pièces qui ont déclenché le genre de l'ambiante étaient générées d'une certaine manière par du procédural. Alors à l'époque, ce n'était pas des ordinateurs, c'était des bandes magnétiques qui faisaient tourner à des vitesses différentes et ça enclenchait une génération quasi infinie de variations mélodiques et sonores. Et on est bien dans on peut émuler ça assez facilement avec un ordinateur, avec des procédures. Donc ça, c'est tout à fait envisageable. Parfait. Merci beaucoup, Jean-Claude. Je vais repasser la parole à Olivier pour clôturer et pour une dernière question. Je n'entends pas. Olivier, t'es mute. Ah. Un grand classique du confinement. Merci Chloé, merci Jean-Claude. J'avais une question à titre de curiosité, très brièvement avant de conclure. Est-ce que prochainement on pourra envisager des battles d'IA générative musicale? Est-ce qu'on verra Angelia en battle contre les flow machines de Jean-François Paché, un peu comme le font les MC dans le monde du hip-hop? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel les gens travaillent ou les IA rebondissent sur les créations des unes des autres? Ça sera plutôt que de battle, je préférerais des jams. Ouais, des co-créations. Ouais. En termes musical, on va pas.
on va pas sortir les armes tout de suite. On va sortir ces instruments et on va essayer de faire des choses. Oui, pourquoi pas, ça serait très intéressant. Je, tous, il existe pas mal d'événements musicaux qui se sont déroulés avant la pandémie et ça a effectivement donné un coup de frein énorme à Mmh. tout ce qu'on peut imaginer au point de vue artistique. Et donc, on a hâte que cette histoire se termine là pour pouvoir enfin retrouver un contact avec le public, un contact entre musiciens, entre scientifiques de différents horizons et pour essayer d'imaginer des collaborations, parce que la collaboration, elle est au cœur de la musique. Hein. La musique, c'est de la collaboration entre musiciens, entre personnes et qui vont s'auto, je dirais, qui vont s'enrichir mutuellement et on peut l'espérer à la grande joie de ceux qui écoutent ce genre de performance. Donc on espère très bientôt être capable de pouvoir faire des choses en public et avec plusieurs musiciens et intelligence artificielle, pourquoi pas. Euh, voilà. En tout cas, c'est un souhait. C'est un souhait. Merci Jean-Claude. Avant Merci. de prolonger pour certains d'entre vous, en petit comité, on va clôturer et remercier tout le monde pour, ce beau colloque.